Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment prescrire une antibiothérapie en urgence en prenant deux exemples, celui du choc septique et du purpura fulminans. Les objectifs pédagogiques sont résumés ici, notamment concernant le purpura fulminans et le choc septique. Mes liens d'intérêt sont décrits ici, ils n'ont pas de rapport avec cette présentation et me permettent de faire vivre un réseau de réanimateurs dans le sud-est de la France, le RIR. Le plan que nous allons suivre, pourquoi une antibiothérapie en urgence, quels sont les critères de choix de l'antibiothérapie dans le choc septique, puis les trois cas particuliers qui sont proposés dans les items. Alors, pourquoi une antibiothérapie en urgence ? Il faut comprendre que dans cette étude, les patients qui ont une mortalité la plus élevée ou une mortalité liée à l'infection sont plus spécifiquement les patients qui ont eu une antibiothérapie inadéquate lorsqu'ils étaient en réanimation. Il faut donc administrer une antibiothérapie idéalement adaptée. Particulièrement dans le cas du choc septique, dans ces courbes de mortalité où l'on voit le sepsis sévère comparé au sepsis dans le cas d'une antibiothérapie appropriée ou inappropriée entre A et B, et a fortiori quand il y a un choc septique, une antibiothérapie appropriée dans le cas C ou inappropriée dans le cas D, sont associés à des mortalités qui sont très différentes. Donc, il faut une antibiothérapie adaptée, surtout en cas de choc septique, et c'est tout l'intérêt de ce cours. Particulièrement, ici, quand on regarde la survie, la diminution de la survie en fonction du temps associé à la présence d'une antibiothérapie adéquate ou pas, vous voyez que les patients qui sont en choc septique, à partir du moment où l'hypotension artérielle a été diagnostiquée, le temps passé avant d'avoir une antibiothérapie adéquate est clairement associé à une surmortalité qui arrive jusqu'à au bout de 24-36 heures, la mortalité de tous les patients si on n'a pas réussi à mettre en place une antibiothérapie adaptée. Alors ce papier est un petit peu ancien. Dans celui-ci qui est plus récent, vous voyez que là aussi, quand on a une antibiothérapie qui est adaptée au-delà, qui est administrée au-delà de 5-6 heures chez des patients qui sont en sepsis et en choc septique, on a une surmortalité, ce que l'on voit ici, une surmortalité chez les patients qui ont été en sepsis sévère ou en choc septique, particulièrement lorsqu'on a tardé à donner une antibiothérapie adaptée. Donc il faut traiter et traiter correctement de façon adéquate. Alors quels vont être les critères de choix qui vont nous intéresser pour guider cette antibiothérapie dans le septique? Alors les critères de choix, on peut les résumer de différentes façons. Selon que l'on est microbiologiste, on va vouloir adapter un traitement antibiotique à la bactérie qui est supposée présente. On va avoir également une façon de traiter les patients en se posant la question de la diffusion. Si c'est une pneumonie ou une infection urinaire, je vais essayer de donner un antibiotique, administrer un antibiotique qui va avoir une concentration efficace dans le tissu concerné. Une autre façon de considérer le choix de l'antibiothérapie peut être de discuter en fonction du terrain. Si j'ai un diabétique, un patient aplasique, si je m'adresse à un patient communautaire ou nosocomial, tout ceci me donne des risques particuliers et donc je vais faire un pari bactérien qui peut être adapté ou proposé en fonction de ce terrain. Une autre façon de penser, et qui finalement est probablement la plus logique, c'est de penser pour nous, réanimateurs, patients sévères, le risque vital, et donc est-ce que je peux faire un traitement probabiliste chez le patient? Et finalement, on pourrait résumer les choses ainsi. Le patient peut-il supporter un traitement
non efficace immédiatement. Alors si on est dans le cas où on peut faire un pari antibiotique, qui est le cas de loin le plus fréquent, eh ben je peux traiter mon patient en fonction des recommandations, des pneumopathies aiguës communautaires, des infections urinaires. En revanche, dans certains cas, dont ceux qui nous intéressent aujourd'hui particulièrement, on va avoir, par exemple dans le cas du purpura fulminans, du choc septique ou des infections des parties molles, une nécessité absolue de traiter et de traiter rapidement le patient avec une antibiothérapie adéquate. Alors, est-ce que je peux me baser sur la présence d'une pneumonie, par exemple ici communautaire, une PAC, ou une pneumonie associée aux soins, Healthcare Associated Pneumonia, pour me dire que le patient est à risque de bactéries multirésistantes? Alors, en pratique, oui, c'est ce qu'on pourrait se dire. Si le patient a une pneumonie associée aux soins, il est plus à risque d'avoir une bactérie multirésistante. En pratique, ceci est de moins en moins vrai. Et vous voyez que dans près de 10% des cas dans cette étude de 2015, les patients qui avaient une pneumonie pourtant communautaire avaient des bactéries qui étaient considérées comme multirésistantes. Et effectivement, dans 15% des cas, chez ces patients qui ont une pneumonie communautaire, on avait des patients qui avaient une antibiothérapie inadéquate, et vous avez vu tout à l'heure que c'est une antibiothérapie inadéquate spécifiquement chez des patients qui sont en choc peut être associée à une mortalité beaucoup plus importante. Et donc, en réanimation, on se place souvent dans le cas de la Surviving Sepsis Campaign, qui a proposé des recommandations qui sont très précises et qui sont finalement de faire des antibiothérapies à large spectre dans la première heure pour ne surtout pas perdre de temps à avoir un traitement inadéquat. Rapidement, vous l'avez déjà vu ailleurs, le diagnostic de choc septique est évoqué sur le QSOFA, le Quick SOFA, avec une fréquence respiratoire supérieure à 22 par minute, une pression artérielle systolique inférieure à 100, un Glasgow inférieur à 15, plus de 2 items positifs amènent à une suspicion de sepsis. La présence de marbrure, d'une hyperlactatémie sont des signes de gravité, et donc on revient sur la Surviving Sepsis Campaign. Il faut faire des hémocultures, aérobie, anaérobie, et traiter. Donc, quels sont les antibiotiques que l'on peut utiliser pour traiter ces patients les plus sévères? Les bêta-lactamines sont des antibiotiques qui sont très largement utilisés. Il y en a différentes classes, les pénicillines, Péni-G qui est la pénicilline historique, la Péni-A, l'amoxicilline notamment, la Péni-M qui est spécifique des coccigram+, notamment du staphylocoque, les céphalosporines avec 4 générations à ce jour, le monobactam au singulier, puisque l'astréonam est seul dans sa classe, c'est un anti-BGN, et les carbapénem qui sont des bêta-lactamines à très large spectre. Les bêta-lactamines sont des antibiotiques qui sont dits temps dépendants, c'est-à-dire qu'il leur faut un temps certain pour avoir une bactéricidie. Les données de surveillance qu'il faut connaître des bêta-lactamines sont notamment le risque anaphylactique. Il y a un risque allergique avec les bêta-lactamines qui est plutôt plus important qu'avec d'autres antibiotiques, notamment risque d'œdème de Quincke, voire de choc anaphylactique. Il y a un risque également d'accumulation si insuffisance rénale, et également des encéphalopathies en cas de surdosage. Quasiment toutes ces bêta-lactamines sont proposées maintenant avec des inhibiteurs de bêta-lactamase. Donc la bêta-lactamase hydrolyse la pénicilline, et donc on a associé des antibiotiques qui peuvent inhiber ces bêta-lactamases et qui peuvent rétablir, voire augmenter le spectre de ces antibiotiques. Parmi les autres familles d'antibiotiques, il y a les aminosides. Donc les aminosides s'utilisent quasiment exclusivement par voie intraveineuse. Ça existe aussi en collyre, mais ici c'est vraiment la voie intraveineuse
qui nous intéressent. Ce sont des antibiotiques qui sont dits concentration dépendants, c'est-à-dire que si j'augmente la concentration, je vais avoir une augmentation de la bactéricidie. On ne les utilise jamais seuls, toujours en association, et il faut faire attention à la toxicité rénale notamment et sur l'audition des aminosides. Les fluoroquinolones sont des médicaments qui ont une excellente diffusion quasiment dans tous les tissus et également une très bonne biodisponibilité, c'est-à-dire que j'obtiens à peu près les mêmes concentrations circulantes que j'ai pris le traitement per os ou en intraveineux. En revanche, c'est des médicaments qui peuvent être associés à un risque de résistance plus important et donc on fait attention quand on a un inoculum très important et notamment de ne pas les utiliser en monothérapie chez des patients en réanimation. Les macrolides sont dits bactériostatiques. Ils sont largement utilisés dans les pneumonies à intracellulaires notamment. Les glycopeptides sont des antibiotiques qui sont lentement bactéricides, utilisables en intraveineux et qui ont pendant longtemps été les chefs de file du staphylocoque doré, notamment Oxa-R ou méticilline résistante, la PNI-M, qui est donc rattrapée par ces types d'antibiotiques. On pense à la vancomycine notamment. Alors, voyons maintenant 3 cas particuliers dans la question. Le choc septique. Alors, devant une orientation clinique, il va falloir faire un pari antibiotique pour traiter, on l'a vu au début du topo, vite et de façon adaptée. Dans le cas d'une pneumonie, la proposition de traitement, en fonction du diagnostic supposé, va être si je dois cibler le pneumocoque et la légionelle, de donner un traitement antipneumococcique, plutôt une céphalosporine de 3e génération, et un traitement anti-intracellulaire anti-légionnel, soit une fluoroquinolone, soit un macrolide. En cas de suspicion ou de risque de présence de Pseudomonas aeruginosa, on va utiliser principalement un antibiotique qui va être efficace sur ce germe, soit l'association, par exemple, piperacilline-tazobactam, ou une céphalosporine de 4e génération qui a une activité anti-pseudomonas spécifique. J'ai noté ici le céphépime, mais il y a également la ceftazidime, donc céphalosporine de 3e génération, ou le céphépime 4e génération, ou le carbapénem, qui peut être actif sur le Pseudomonas aeruginosa. En cas d'infection des urines, urinaires, pyélonéphrite, on suspecte des bacilles à gram négatif et de l'entérocoque. Et donc, on va associer céphalosporine de 3e génération, probablement à élimination rénale telle que le céphotaxime, et un aminoside. En cas d'infection intra-abdominale, là aussi, je suspecte des bactéries à gram négatif et également des anaérobies, l'entérocoque également. Et donc, je vais proposer une association piperacilline-tazobactam qui va être active sur les BGN, les anaérobies grâce au tazobactam et l'entérocoque. C'est dans le spectre de la piperacilline, plus un aminoside, plus éventuellement une échinocandine si on a une défaillance hémodynamique, une chirurgie sus-mésocolique ou une antibiothérapie de plus de 48 heures ou si je m'adresse à une femme. Alors pourquoi rajouter une échinocandine? Échinocandine, c'est un traitement anti-champignon, anti-levure, notamment anti-candida. Et donc, dans certains cas, en cas de perforation digestive haute notamment, il faut couvrir les champignons. Autre cas de figure, le purpura fulminans. Alors, il est extrêmement important de savoir que l'antibiothérapie doit être urgente et mise en place dès le domicile du patient. L'examen donc clinique d'un patient suspect d'une méningite avec un purpura fulminans doit chercher des éléments purpuriques sur tout le corps, donc déshabiller évidemment le patient,
Le germe en cause est Neisseria meningitidis, donc le méningocoque, beaucoup plus rarement le pneumocoque, mais c'est possible également. Et on traite en urgence au domicile du patient avec une céphalosporine de 3e génération, soit la ceftriaxone, soit la céfotaxime, idéalement en IV, mais que l'on peut également administrer en IM. La question de l'IM est clairement de dire qu'il faut traiter le patient en urgence et ne pas attendre d'une voie veineuse si on n'a pas la possibilité de la poser à domicile. En cas de syndrome méningé fébrile sans purpura, l'antibiothérapie doit être faite avant la ponction lombaire si on a un purpura, donc c'est-à-dire pas le cas ici, soit si la PL est impossible ou une absence d'admission dans un service permettant de faire la ponction lombaire avant les 90 minutes. Dans ces cas-là, on traite de la même façon pneumocoque ou méningocoque avec une céphalosporine de 3e génération comme on vient de le voir, et la listeria avec l'association amoxicilline plus gentamicine en fonction de la suspicion que l'on va avoir sur la clinique. Autre cas de figure particulièrement grave qu'il faut traiter en urgence, donc c'est les dermohypodermites que j'ai rajoutés au purpura fulminans et au choc septique. C'est gravissime, une infection des parties molles. Il faut non seulement les reconnaître et surtout savoir que l'antibiothérapie est importante, urgente, nécessaire, mais que la chirurgie est vraiment le traitement à mettre en place pour retirer toutes les zones qui sont nécrosées pour avoir une chance de sauver le patient. Les messages à retenir sur ce cours sont simples. Il faut en premier faire le diagnostic de sévérité, ce qui nécessite un examen attentif du patient et d'avoir des feux orange qui s'allument pour avoir une attitude qui soit réactive. Le traitement doit être probabiliste et rapide sur des questions de terrain, de sévérité, de diagnostic supposé, on l'a vu. On essaye au maximum d'être adapté aux germes, en général avec un spectre large, voire très large, puis dans un deuxième temps, la question de désescalade se posera. Je vous remercie.